Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr/marketingsquare pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Pascale Splingard qui est coach et formatrice en neurovente. En gros, sa devise, c'est d'arrêter de faire vendre aux gens et commencer à faire acheter leurs clients. Salut Pascale, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline et merci infiniment pour cette belle invitation et j'avais hâte de vous retrouver. Pascale, aujourd'hui, tu m'as proposé un épisode spécial sur la méthode anti-lièvre, comme tu l'appelles, la méthode en gros anti-râteau pour mener à bien n'importe quel négo. Tu nous as proposé une technique en 5 étapes, comme le tango. Exactement. Aujourd'hui, on va parler tango pour parler négociation. Alors, pourquoi tango? Parce que c'est une danse qui se conjugue à deux et surtout, on joue toujours entre désir et tension. Et surtout, c'est une danse assez lente et c'est ça que je veux vous amener à faire aujourd'hui, c'est ralentir pour ne plus servir de lièvre à votre client. Et cette méthode, elle s'adresse à tous les professionnels, en fait, même hors vendeurs finalement, aux entrepreneurs, aux solopreneurs qui pourraient écouter l'épisode et qui se rendent compte qu'ils ont toujours du mal à négocier, que ce soit en face de leur patron ou de leur conjoint ou peut-être même de leurs enfants. C'est tout à fait ça. En fait, la négociation, finalement, l'amène au quotidien. Et ce qui est marrant, c'est quand on n'est pas dans une situation de vente, on le fait naturellement. Mais dès qu'on est dans une situation de vente, donc que l'on soit dirigeant, CEO ou sales, et ben là, tout s'effondre et c'est la fuite en avant. Donc le but justement avec la méthode tango, c'est d'éviter cette fuite en avant. Et en plus, il y a un peu un biais psychologique. À chaque fois qu'on doit négocier, comme il y a de l'enjeu, je sais pas si certains se reconnaissent, mais alors moi, c'est toujours mon cas. C'est un peu comme dans la drague. Vous pouvez naturellement charmer et à partir du moment où c'est le fameux mec dont on vous parle depuis 3 mois et qu'on devait vous présenter, bah vous commencez à renverser la table, à faire que des gaffes et à dire tous les trucs qu'il faut pas dire. Et ben moi, c'est un petit peu comme ça que mon cerveau bizarre fonctionne. Dès qu'il y a de l'enjeu, il se met à dysfonctionner. Est-ce que tu as des petites astuces, Pascal, spécial mindset pour se décomplexer de la vente, pour se relaxer avant peut-être un gros entretien négo, le fameux appel avec le client ou bien votre prochain date? Il y a une astuce, une botte secrète même. Et comme tu l'as dit, tout est dans le mindset. Comme je dis à n'importe quel client que j'accompagne, plus l'enjeu est important, moins la négociation doit être importante pour vous. Parce que en fait, ce qui se passe, pourquoi on stresse, c'est qu'on a l'impression tout à coup d'être une espèce de David face à Goliath. On va se faire dévorer, on n'a pas de pouvoir. Alors, il faut reprendre le pouvoir dès le début de la négociation. Et si j'ai une petite astuce à vous donner, c'est de dire tout de suite à votre client, nous avons tout mis en œuvre avec mon équipe pour répondre à vos attentes. Votre projet nous tient à cœur et c'est pour ça qu'on a réuni toutes les conditions pour répondre à celle-ci. Mais l'issue de cette négociation n'est pas important pour nous. Il n'est pas crucial pour moi de conclure aujourd'hui. J'espère que vous aurez à cœur de poursuivre cette collaboration avec nous dans les meilleures conditions. Le pouvoir, en fait, Caroline, c'est une question de perception. Donc, tout de suite, en annonçant que pour toi, ce n'est pas important, tu prends un maximum de pouvoir. C'est marrant que tu dises ça, Pascal, parce que moi, je fais quelque chose et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. J'ai tendance à dire aux gens quand c'est important pour moi et j'ai même tendance à mener mes négociations en partant gagnant, ce qui est, je pense, risqué et c'est pour ça que j'aimerais bien ton avis. En fait, souvent, je vais commencer en disant, dans tous les cas, j'ai envie qu'on bosse ensemble, donc on va trouver un moyen. Et tu vois, j'ai un petit peu fait pareil quand je me suis associée.
avec Clément. Et j'ai un petit peu fait pareil quand j'ai acheté mon appartement. J'en profite pour prendre ton avis d'experte en égo. C'est très instinctif et moi, 90% des choses que je fais, je le fais à l'instinct, en tout cas avec le cœur et les tripes, et je pense que ça me porte bonheur, donc je m'y accroche. Mais du coup, je fais un petit peu l'inverse de ce que tu recommandes. Est-ce que c'est possible aussi? Oui, non, et dans quelles conditions? En fait, les deux sont possibles. Dans ce que tu dis, tu rappelles ton client, à Clément, au vendeur même de ton appartement, qu'il est important pour toi de trouver un accord. Et ça, c'est bien. Mais il faut lui rappeler qu'à l'inverse, ce n'est quand même pas crucial, que tu n'es pas prête à tout. Tu n'es pas prête à renoncer à une certaine liberté dans ta relation avec Clément. Tu n'es pas prête à vendre tout ce que tu as pour pouvoir acheter cet appartement. Et ça, il faut le rappeler à ton interlocuteur, lui dire que tu as à cœur de travailler avec lui, mais que tu le feras que si tu respectes finalement une certaine intégrité, que tu respectes tes valeurs, ce genre de choses. Donc, bien sûr que c'est important, mais il faut mettre quelques garde-fous parce que en face de nous, on a souvent des acheteurs professionnels qui vont se dire « Ah, c'est crucial pour lui ou pour elle. Finalement, mon contrat, sa vie en dépend. Si je dis non, elle est rayée de la carte, donc elle va être prête à tout me donner. » Quand tu dis dès le début non, je suis pas prête à tout, mais j'ai envie de le faire avec vous et j'espère que vous aurez envie de le faire avec moi. Tu remets un peu l'église au milieu du village, en fait. Toi qui accompagnes pas mal de solopreneurs aussi, Pascal, pas seulement des grands groupes, dans des conversations à l'amiable de négociation, parce que là, on s'est placé dans un contexte un peu corpo, où on vous voit, où tu dis, voilà, avec mes équipes, le département s'est réuni pour trouver la meilleure solution pour vous. Mais si on est quelque part entre solopreneurs, on va dire, donner le cas d'un collectif de freelance, ou si on est à la cool, moi je sais que j'ai jamais des relations corpo, même quand je bosse avec des grands groupes. Je travaille beaucoup sur WhatsApp, je fais en sorte que la relation elle soit au maximum assez personnelle. Comment est-ce que tu le dirais de façon plus familière? Comment est-ce que tu arrives justement, tu enclenches ta négociation? De la même façon finalement. Et encore plus quand tu as une proximité finalement avec ton interlocuteur, tu peux lui dire directement « J'ai tout fait Caroline pour travailler avec toi, j'ai tout donné sur le projet. J'espère que tu auras à cœur de poursuivre aussi avec moi. Maintenant, il faut que ce soit respectueux pour nous deux. » Et tu l'entendras. Tu souhaites que je te respecte comme moi, je te respecte dans la relation. Donc, c'est tout l'intérêt de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Eh ben ça me parle à 100% et j'espère que ça en aidera pas mal du coup à justement amorcer la discussion parce que Pascal, on va pas se mentir, avant la méthode tango, d'abord, faut s'élancer sur la piste de danse et souvent c'est le plus dur. C'est, vous savez, le moment où vous devez déclencher la conversation difficile avec une amie, ou le moment où vous devez demander votre augmentation à votre boss, ou le moment de faire valider vos congés payés à la RH alors que il y a 2 semaines vous lui avez déjà demandé une dinguerie. On a tous dans notre vie ce moment où on doit amorcer la conversation difficile, et du coup tu nous as donné un peu la recette pour se lancer dans l'univers corpo comme dans les univers amicaux. Bah c'est parti pour la méthode tango qui commence par un T comme tournicoter. Comme tournicoter et surtout comme tenir ses positions. On va te prendre comme cobaye en fait, Caroline. On va imaginer que cette fois-ci tu es dans une sphère corpo et que tu as vendu ton offre Avengers à une super société. Avengers, c'est quoi? Tu vas accompagner un client sur une masterclass, du coaching one-to-one de ses collaborateurs. Et bref, tu viens présenter à Jean-Jacques ton offre Avengers. Et la première chose qui se passe en général, quand tu finis de présenter ton offre, ton client te met un stop. Il te fait une objection. Alors la plus connue d'entre toutes, on la connaît bien, c'est « Vous êtes trop cher, Caroline. Votre concurrent est 10% moins cher, Caroline. » C'est un fait. Ne nous mentons pas, c'est même devenu culturel en France finalement de faire cette objection. Si on la fait pas, c'est même pas joué. On aime la résistance. Tu parlais de drague au début. Finalement, ce qui nous résiste, c'est ce qui aura le plus de valeur. Le garçon facile ou la fille facile, c'est pas ce qui nous attire. Donc ton client va dire « C'est trop cher, Caroline. Vous êtes 10% plus cher que votre concurrent. » Notre premier réflexe, en général, c'est de négocier, de tout de suite partir sur notre prix. Moi, je dis stop, tango, on tient sa position. Le premier réflexe à adopter est d'argumenter ou de questionner. On ne rentre surtout pas sur le terrain des négociations. À ce stade, la meilleure réponse, c'est l'argumentation. Et puis, de toute façon, l'argumentation, ça ne coûte rien. Donc, on argumente, comme tu le fais très bien et tu l'expliques très bien dans Marketing Square avec avantages, preuves, bénéfices, ou on questionne son client sur qu'est-ce qui lui semble trop cher, quel est son référentiel pour pouvoir affirmer ça. Mais quoi qu'il arrive, on ne rentre surtout pas sur le terrain des négociations. Mais alors Jean-Jacques, qui est en face de Caroline,
Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, j'entends tous vos arguments, Caro, ne le prenez pas mal, mais je maintiens, vous êtes trop cher. Et ben là, on passe à la deuxième étape du tango. On anticipe le salami. Et là, tu vas me dire, c'est le salami. Alors, on passe du lièvre proche du civet au salami. Bref, on a un repas qui est servi, c'est pas une danse. Non, le salami, c'est quoi? C'est que le client va essayer de saucissonner, finalement, de découper ton offre un à un pour négocier chaque point de ton offre un à un. Et comme je dis toujours, finalement, ton offre, c'est un peu comme une commode de chez Ikea, si tu veux. Une commode, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs tiroirs. Il y a ta masterclass, premier tiroir. En deuxième, il y a tes coachings one-to-one, deuxième tiroir. Tes conditions de paiement, troisième tiroir. Bref, il y a plein de tiroirs. Et qu'est-ce qui se passe? Si le client ouvre le premier tiroir, il négocie avec toi, il va pouvoir piocher tout ce qu'il veut dans ton tiroir. Il ouvre le deuxième, il pioche tout ce qu'il veut. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui dire « Non, moi je suis une commode, en gros. Soit t'ouvres tous les tiroirs, soit t'en ouvres aucun. Et quand t'ouvres tous les tiroirs, tu peux plus piocher partout. Et quand t'en ouvres aucun, forcément, tu ne pioches nulle part. » Donc, l'idée, c'est de tout de suite contrer Jean-Jacques, qui va te dire « Caroline, j'aimerais revoir le prix de votre masterclass. » Tu vas l'arrêter net. Et tu vas dire « J'entends, Jean-Jacques, mis à part ce point, est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder ?» Tout de suite, tu le restreins. Et il va peut-être te répondre « Ah, c'est bien que vous me posiez la question, Caroline. Car en effet, vos conditions de paiement aussi ne me conviennent pas. » Très bien, tu renouvelles. « Ok, Jean-Jacques, j'ai bien compris. En dehors du prix de la masterclass et des conditions de paiement, y a-t-il d'autres points que vous souhaitez aborder ?» En gros, tu vas poser des balises, si tu veux, pour délimiter le terrain de la négociation. Jean-Jacques, il vient de te dire qu'il voulait ouvrir le tiroir 1 et 3. Donc, il est hors de question, s'il dit que c'est les seuls points qu'il voulait aborder avec toi, qu'il ouvre les tiroirs 2, 4, 5. No way. La négociation ne commencera qu'à partir du moment où tu as délimité le terrain. Et là, tu m'apprends un truc parce que c'est vrai que moi, je le fais pas du tout, ça, au contraire. Et je pense qu'on est tous un peu pareil. Comme on sait pas, on a tendance à courir dans ces exercices comme des poulets sans tête et de se dire, on va parler de ça. Et puis après, sujet numéro 2, tiens, et d'ailleurs, j'avais oublié ça. Donc toi, tout de suite, tu périmètres ton champ d'action. Exactement. Je resserre l'étau et surtout, ça empêche ton client derrière de revenir sur des choses. Typiquement, si tu négocies que sur le prix de ta masterclass et tes conditions de paiement, mais que Jean-Jacques, un peu malin, à la fin revient en disant « Au fait, Caroline, les coachings one-to-one, je voulais les retirer. » Et toi aussi, tu auras le droit de faire marche arrière et dire « Je suis désolée, Jean-Jacques, c'était pas l'accord que nous avions à la base. Je ne peux pas tenir mes engagements dans ces conditions. » Auquel cas, tu lui proposes de revenir en arrière. On fait un reset de tout ce qui a été dit et on fait marche arrière. Ça décourage les clients de faire marche arrière. Personne n'aime négocier. Oui, parce que souvent, on a peur de négocier parce qu'on a peur de gâcher la relation ou de briser sa réputation. Et justement, on arrive au point N du tango. Exactement, où là, on va nouer la relation. Comme je dis toujours, il est hors de question de négocier avec un ami, avec un client, avec qui que ce soit s'il ne s'est pas engagé avec nous. Parce que forcément, toi, en négociant, tu es prêt à t'engager avec lui. Donc, il doit faire pareil. Et pour ça, une simple question va te faire démarrer ta négociation ou au contraire, va te la faire arrêter. Donc, Jean-Jacques, n'oublions pas qu'il veut revoir le prix de ta masterclass et tes conditions de paiement. Tu vas lui dire, Jean-Jacques, si nous trouvons un accord sur ces 2 points, êtes-vous prêt à signer avec moi aujourd'hui? Si Jean-Jacques te répond oui, mais oui par les mots, et oui par le corps aussi, il faut être assez fin analyste, c'est pour ça que les négociations par mail sont délicates. S'il te répond oui, là tu peux négocier sur ta masterclass et tes conditions de paiement. S'il te répond non, tu vas lui demander, tu vas lui dire, quels sont vos autres points en dehors de ces freins? Jean-Jacques, finalement, il t'a fait croire qu'il était le tout-puissant décisionnaire de la société, mais il n'est pas le seul décisionnaire. Auquel cas, il vaut mieux ajourner et lui proposer de revenir avec ses amis. Ou alors, Jean-Jacques, il va t'expliquer que finalement, il rencontre la concurrente numéro 1 de Caroline Mignot demain. Donc là, tu vas lui dire, écoutez, très bien, j'entends. Moi aussi, j'ai besoin de temps pour vous faire ma meilleure offre. Discutons aujourd'hui et ça me laissera le temps d'avoir une meilleure offre pour vous après-demain. Mais justement, tu ne vas pas épuiser toutes tes cartouches pour rien maintenant et justement servir de lièvre.
C'est très juste ce que tu partages, Pascal. Et aujourd'hui, moi, en tant que client, je souffre beaucoup de me sentir parfois prise pour un jambon parce que justement, les prestats auxquels je fais appel n'ont pas du tout ces règles de base qui sont de d'abord préserver la relation. Souvent, on arrive vers moi avec une proposition hyper haute. Par exemple, je prends l'exemple, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'écrire une page de vente. On va me donner un prix exorbitant. Et du coup, moi, derrière, je vais dire, bah écoute, là, le problème, c'est que là, dans ma répartition budgétaire sur le mois de janvier, je vais pas avoir ce budget-là. Donc, pour l'instant, je vais faire appel à un autre prestataire qui me permet de tout de suite, du coup, mettre en page une nouvelle landing page et machin. Et en fait, ça m'arrive tout le temps, Pascal, que du coup, au moment où j'explique, en fait, là, c'est pas dans mon budget. Moi, je dis jamais aux gens qui sont trop chers parce que c'est vraiment un truc franco-français très désagréable. Tu dis pas aux gens qui sont trop chers, tu dis que c'est pas dans ton budget. Donc moi, je vais dire c'est pas mon budget. Et là, Pascal, je me sens prise pour un jambon parce que 90% du temps, le prestat auquel moi j'ai fait confiance, c'est-à-dire que je te demande une proposition, fais-moi ton meilleur prix. Moi, jamais dans aucun monde, quand on me demande un devis, j'envoie un truc en me disant haha, je vais bien le saigner. Et derrière, quand on me dit oui, en fait, c'est pas mon budget ou c'est trop cher, je vais dire ok, divisé par 2. Et énormément de freelance font cette erreur aujourd'hui, qui bousillent leur relation. Donc, je sais pas si vous qui écoutez le podcast ou toi, Pascal, ça t'est déjà arrivé, mais vraiment, si vous nous écoutez, faites attention à vos relations. Les gens avec qui vous parlez, c'est pas une propale que vous envoyez, c'est un début de relation où potentiellement, si c'est pas oui tout de suite, c'est oui après, où ils vont vous envoyer d'autres clients. Et franchement, préservez les gens, quoi. C'est dommage. Ah, je suis à 1000% d'accord et ça, c'est le vrai problème de la fixation des objectifs. En fait, les gens ont tendance à penser qu'en se mettant un prix très élevé, ils vont pouvoir obtenir un accord. Tu sais, c'est un peu comme quand tu cherches un boulot. Moi, j'ai recruté pendant des années et combien de candidats j'ai eu en face de moi et je leur demandais, alors c'est quoi vos prétentions salariales? Entre 50 et 100 000. Ah, sacrée fourchette. Donc, en gros, si je te propose 50, c'est bon, quoi. En fait, les gens se disent toujours, plus je tape haut, je pourrais couper la poire en deux. Il y a une espèce de tradition à vouloir couper une poire en deux qui, comme tu le dis, insulte ton client parce que il est quand même conscient un minimum de son marché. Et en plus d'insulter ton client, toi, tu perds toute crédibilité. Et c'est pour ça que ceux qui ont toujours une dynamique d'afficher très très haut pour se laisser un maximum de marge, on sait très bien que c'est ceux qui perdent à tous les coups parce qu'ils vont justement pas tenir leur position. Ils vont tout de suite donner un maximum de concessions à leurs clients. Très mauvaise idée, très mauvais choix stratégique. Bah merci Pascal pour cette partie haine, nouer la relation. Franchement, ne l'oublions pas, dans la négociation, c'est d'abord la relation qu'il faut préserver. Donc attention à la méthode baguette du sourcier. Et tu fais bien de le rappeler, t'as raison. Je pense que ça naît du ok, je vais mettre des prix très hauts et comme ça, si on me baisse, et en fait, on l'a tous fait, mais l'écart, il est tel. Là, je te parle vraiment d'une proposition qu'on m'a fait de 22 000 euros, où tout d'un coup, quand j'ai dit en fait, là, pour l'instant, j'ai pas ce budget-là parce que on m'a fait que des propositions autour de ça, la personne m'a dit ok, je le fais pour ce prix. Et soyez plus dans une dans une petite fourchette et collez au prix du marché. Ça vous empêche pas d'être plus cher ou peut-être que vous pouvez proposer moins de prestations, mais en tout cas vous dites pas tenez elle a les moyens, je vais l'allumer, parce que derrière potentiellement vous avez perdu la relation à vie. Exactement. Tu soulignes un point qui nous amène justement à la 4e étape du tango, à savoir gagner des contreparties. Pourquoi je dis tu nous amènes à ce point-là? C'est que justement l'improvisation est notre pire allié dans la négociation. Ce qu'il faut imaginer, c'est que Jean-Jacques, il va te demander des concessions. Il va te demander une concession sur le prix de ta masterclass et il va te demander de revoir tes conditions de paiement. Ok, pas de souci. Mais la sacro-sainte règle en négociation, c'est qu'il n'y a pas de concession sans contrepartie. Et là, je vais aller à l'encontre de ce qu'on peut dire, toi et moi, et ce que tu prônes par ailleurs, où tu as raison. En négociation, par contre, il n'y a pas de plaisir d'offrir. Jamais. Ni de joie de recevoir? Non, il y a que la joie de recevoir. Que la joie de recevoir, éventuellement, malheureusement, c'est assez rare, sinon il n'y aurait pas de négociation. D'ailleurs, la première étape avant la négociation, c'est le don, tout simplement. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de plaisir d'offrir. Donc, si ton client te demande quelque chose, tu lui demandes quelque chose en contrepartie. Ça, c'est la règle. Et pourquoi, toi qui es une amoureuse aussi de ce que peut partager un Romain Bouvet, on travaille avec les émotions et on aime
qu'on nous résiste. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne cède pas au garçon facile ou à la fille facile. Il faut activer le principe de résistance chez ton client. On revient à notre Jean-Jacques. Jean-Jacques, il dit, bon, Caroline, j'aimerais quand même revoir le prix de votre masterclass parce qu'il est au-delà de mon budget. Est-ce que vous pouvez m'accorder une remise de 5%? Toi, au lieu de dire, oui, Jean-Jacques, pourquoi pas, si je fais ci, je te donne ça, parce qu'on n'est pas dans du marchandage, on est dans de la négociation, tu vas plutôt dire, ok, Jean-Jacques, alors, pour satisfaire votre demande, vous, seriez-vous prêt à revoir le volume de coaching que vous m'aviez confié? Et t'attends. Tu vois si la contrepartie, il dit, ok, Caro, pourquoi pas? Ou non, auquel cas, tu vas trouver une autre contrepartie, d'où l'intérêt de ne pas improviser, il faut avoir son listing de contrepartie sous les yeux. Et s'il dit oui, tu poursuis. Imaginons, Jean-Jacques, vous soyez prêt à me confier 3 coachings supplémentaires, alors je pourrais revoir le prix sur ma masterclass. En gros, tu demandes toujours quelque chose en face de ce qu'on t'a demandé. Tu peux me dire, oui, mais des fois, c'est pas facile. Si on a des gens parmi nous qui nous écoutent, qui viennent juste de se lancer, c'est difficile justement d'avoir une contrepartie équivalente. C'est pas grave. La contrepartie, on peut être hyper original dans les contreparties qu'on va demander. On peut demander un témoignage client vidéo, on peut demander un apport d'affaires. Bref, n'hésitez pas à être original et demander, quoi qu'il arrive, une contrepartie à votre client. Sinon, il n'y a pas ce principe de résistance et il va se dire, c'est facile, je peux avoir toujours plus. Ils sont excellents tes conseils. Déjà, j'adore. Même le témoignage vidéo ou la recommandation, c'est trop malin. Je pense que ça va vraiment ouvrir les œillères, particulièrement pour ceux qui se lancent. Au lieu d'avoir l'appât du gain, même si bien sûr, faut avoir l'appât du gain et faut être rentable. Mais qu'est-ce que c'est malin de dire, voilà, je viens de me lancer, une reco vidéo, c'est canonissime. Et même une reco LinkedIn. D'ailleurs, je tiens à dire, j'adore que tu nous donnes des contreparties auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et surtout, si on se lance, est-ce que ça vaut le coup pour 300 balles de perdre un client versus construire un peu votre portfolio, vos relations? Et vous pouvez aussi demander le droit d'utiliser votre client en ads, en publicité. Ça, sachez que ça coûte très cher. Vous pouvez documenter le case study sur votre site internet ou demander à votre client de le partager. Et puis, il y a d'autres contreparties que j'aime bien. Alors, le referral, tu en as parlé, c'est top, mais vous pouvez aussi réduire la durée. Ok, est-ce que pour vous, ce serait possible, du coup, qu'on parte sur une masterclass de 30 minutes au lieu de 45 minutes? Si on vous demande de diviser les tarifs par 2, très bien, ce sera pas possible en présentiel, mais peut-être qu'on peut faire un dispositif en distanciel. Moi, ce qui me permettrait de réduire considérablement mes frais. Pareil, si la société, on part sur des conférences, par exemple, vous dit, moi, je n'ai pas ce budget pour vous faire venir, peut-être qu'ils peuvent vous défrayer. Typiquement, les hôtels, je pense que dans pas longtemps, il va y avoir les Cannes Lions. Donc, il y a pas mal de conférences où on est invité, où en fait l'enveloppe est réduite et à côté de ça, on nous offre une semaine avec des partenaires qui ont des beaux hôtels à Cannes, des choses comme ça. Donc en fait, la société peut potentiellement passer des choses en charge aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à redoubler d'ingéniosité, comme vous a dit Pascal, des témoignages, des referrals, réduire la durée, changer le format ou bien, encore une fois, négocier d'autres avantages en nature. Attention, ne soyez pas trop inventifs non plus. Et ça, Pascal, la règle d'or de la négo, t'as tellement raison de le rappeler. Et combien de fois j'ai fait cette erreur de débutante de dire, oui, bien sûr, mon temps est plus précieux que ça. Donc oui, faisons-le et épargnons-nous 10 emails. Non, dans ces cas-là, faut toujours montrer à l'autre qu'il a gagné. Et pour qu'il ait gagné, il faut que vous lui disiez oui, mais un peu comme quand on est au souk à Marrakech en train de négocier, c'est un jeu et faut le vivre comme tel et avec du plaisir même. C'est ça. Et tu l'as dit, les contreparties sont infinies. Et il y a peut-être même un service qui vous intéresse chez votre client. Peut-être qu'il a une proposition de service qu'il pourrait vous offrir par ailleurs. Donc, franchement, n'hésitez pas et demandez un maximum de contreparties, même si celles-ci sont pas équivalentes à la concession que vous allez accorder. Et on arrive bientôt à la fin de la danse. À la fin de la danse, donc c'est là où tout s'accélère, justement. N'oublions pas, désir, tension. Là, on est au summum du désir. On va obtenir le go client cette fois-ci. Le fameux passage à l'action, le CTA, en marketing, tout simplement. Parce que beaucoup de négo, on voit alors finalement cet échange de concessions contrepartie, et puis à la fin, ça fait une espèce de flop, un flambi qui s'écrase. On a fait monter la tension et il se passe plus rien. Donc, quand on sent que finalement tous les voyants sont au vert, il faut y aller, il faut plus hésiter. Et c'est là où on va en gros récapituler, mais rapidement, les conditions de l'accord. Pas besoin de redérouler toute son offre depuis le début, sinon Jean-Jacques, tu vas le perdre, Caroline, tout simplement.
Et puis, une simple question fermée. Est-ce qu'on est d'accord pour partir là-dessus, Jean-Jacques? Est-ce qu'on travaille ensemble sur ces conditions? Oui ou non? Et puis surtout, silence. Plus un mot. Chut. Il n'y a rien de pire que les gens qui continuent à argumenter après avoir posé une question. C'est là où on se dit qu'il y a anguille sous roche. On ose le silence, même si je sais que c'est franchement pas culturel en France, on ose le silence parce que finalement, Jean-Jacques, il a le droit de réfléchir 2 secondes quand même. Et puis, une fois que Jean-Jacques a dit, bah oui, go Caroline, moi j'ai avec toi, et bah tout de suite, on l'embarque sur une action. Alors ça peut être tendre un bon de commande, signer un devis, ou dire, bah je vous envoie le contrat ce soir, Jean-Jacques, et on le projette dans la relation. Donc tout de suite, on l'onboard, on l'embarque. Bah écoutez Jean-Jacques, je suis ravie de cette collaboration. Je vous propose qu'on organise dès à présent une réunion de kick-off meeting pour boucler les derniers détails de la masterclass le 10 mai à 11h. Ça vous va Jean-Jacques? Mais en gros, il est déjà projeté dans la relation avec toi et finalement dans la solution que tu lui proposes. Et bien sûr, comme tu l'as très bien dit, à la fin, on remercie. Je ne vois jamais personne remercier à la fin d'une négociation. Donc, on remercie Jean-Jacques pour son temps. On le félicite aussi pour l'accord qu'il a donné, pour le choix qu'il a fait, parce que c'est quand même le meilleur choix de t'avoir choisi. Mais bref, on remercie et on félicite. Et là, tu vas me dire, bah ouais, mais des fois, tous les voyants sont pas au vert, quoi. Il y en a quelques-uns qui clignotent encore au orange à droite et à gauche. Et ben, c'est pas grave. Si vous aviez convenu d'une heure, vous en restez là et vous reconvenez tout de suite d'un rendez-vous très rapide. Écoutez, Jean-Jacques, moi j'ai été ravie d'échanger avec vous. Je pense qu'on a des bonnes pistes de réflexion. Je vous propose, comme je sais que vous avez une réunion avec la Chine d'ici 5 minutes, qu'on se revoit demain à 10h. Bref, vous bouclez tout de suite un échange, mais dans un laps de temps très très court. Et puis si les voyants sont au rouge, et que Jean-Jacques, à la fin des fins, il t'a tellement demandé de te brader, il t'a tellement demandé de concessions que tu vas devoir dire non, parce que oui, on a le droit aussi de dire non, c'est pas grave. Comme tu dis, ça ne doit pas dégrader la relation. Donc on va quand même remercier. On va quand même dire merci en tout cas pour cet échange, pour la qualité de nos échanges, pour les valeurs que vous portez. J'ai vraiment apprécié pour ma part et on reste à votre disposition. Je reste à votre disposition. Si vous souhaitez renégocier, si vous souhaitez même que je vous apporte des conseils, parce que vous choisirez peut-être un autre concurrent, mais un œil extérieur est toujours le bienvenu. Bref, on laisse une porte ouverte. De toute façon, tu le sais très bien, et c'est pareil en marketing, ce qu'il faut activer, c'est l'effet primauté et l'effet de récence. Donc, au début, on marque des points en disant que pour nous, on a envie de travailler avec le client, mais si on doit se désavouer, c'est pas important pour nous, on est prêt à renoncer, mais qu'on a très envie d'avancer ensemble. Et l'effet de récence, à la fin, finalement, c'est ce qui va rester dans l'esprit de notre client, c'est qu'on l'a remercié, que quoi qu'il arrive, on est prêt à toujours collaborer avec lui dans un futur plus ou moins proche. Tellement important. Et d'ailleurs, côté client, quand vous pouvez pas bosser avec quelqu'un, qu'est-ce que j'apprécie les personnes qui me disent merci Caroline pour ta proposition pour cette année, on va pas pouvoir, mais j'espère que on pourra travailler ensemble l'année prochaine. Waouh! Et c'est hyper important des deux côtés de se remercier. Et merci de le dire, Pascal. Franchement, souvenez-vous, la relation, le nombre de fois où ça m'est arrivé qu'on commence par me dire non et qu'on me rappelle 3 mois, 1 an plus tard, ne gâchez jamais vos relations à cause d'un non, d'un côté comme de l'autre. Soit vous, parce que vous dites non c'est non et du coup vous allez répondre un peu trop sèchement au lieu de dire juste j'aurais adoré mais pas pour cette fois-ci, mais par contre garde-moi en tête sur le prochain projet, prochain appel d'offres ou sur un prochain format, mais essayez toujours de conserver la relation d'un côté comme de l'autre. On est très mauvais là-dessus. En France, on brûle le drapeau et on se dit on n'a pas pu, et on est très court-termiste, on n'a pas pu à l'instant T, basta cosy, et parfois même on lâche en vue et du coup le truc finit comme ça. C'est vraiment dommage. Et même moi, j'ai parfois, par faute d'inattention, je me rends compte que j'ai pas répondu à telle personne. Il est jamais trop tard pour envoyer un message en disant oh là là, désolé Jean-Michel, je t'avais jamais répondu, je viens de retrouver ton message, dommage ça s'était pas fait,
mais pense à moi bientôt, clin d'œil, point barre, la messe est dite. Ne vous dites jamais il est trop tard. Il est jamais trop tard pour s'excuser, sauver les meubles ou répondre à un message auquel vous avez jamais répondu. En tout cas, ne finissez jamais sur un vu. Et autre chose que je voulais partager, Pascal, déjà je voulais te dire un grand merci en parlant de gratitude parce que tu nous as partagé des pépites, parce que comme d'hab, c'est très pratico-pratique, tout est appuyé et en plus c'est très agréable de t'écouter. Et je voulais qu'on parle de l'écoute et dire que souvent dans la négociation, et tu l'as rappelé à la fin, on a tendance à un peu trop la ramener. Quand Pascal, elle vous dit laissez des silences, essayez même de commencer par des silences et essayez d'écouter au maximum. Plus vous écoutez, plus vous prenez le pouvoir dans une négociation. Donc, un petit outil qui pourrait vous aider, que moi j'utilise, ça s'appelle Fatome. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. Et en fait, ça permet de voir les temps de parole. C'est bête, mais ça peut vous aider à être meilleur dans vos entretiens de vente ou de closing parce que on voit si vous parlez beaucoup ou pas. Et parfois, surtout si on est bavard ou nerveux, on n'a pas trop la mesure du temps où on a parlé. Tout à fait. Mais super outil, écoute, je vais le tester moi aussi. Mais oui, le silence, il faut l'oser. Et je maintiens, c'est pas culturel chez nous, mais il faut vraiment en jouer. Et le silence, c'est précieux. Et même pour nous, déjà, c'est une ressource aussi pour nous, pour réfléchir, se poser quand on sent que ça bouillonne à l'intérieur. Que Jean-Jacques a poussé le bouchon un peu trop loin, par exemple. Mais user du silence, ce n'est pas grave. Personne ne vous en voudra de prendre le temps aussi de réfléchir. Donc, je partage avec toi cette notion d'écoute. Et comme je dis toujours, pas d'écoute active, parce qu'on a l'impression qu'on a un TDAH en face de soi qui est en train de partir dans tous les sens, mais d'écoute attentive. Attentive, c'est ce que dit la personne, ce que montre la personne dans son regard, dans ses gestes, dans sa posture. Soyez toujours en position basse. Souvenez-vous aussi, plus vous allez attendre, plus vous avez des arguments. Merci Pascal pour tout ce que tu nous as partagé. Dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des lettres d'amour, aller suivre ton contenu. J'aime beaucoup ce que tu fais sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, quand tu écris, on t'entend parler avec ton franc-parler, avec tes images, avec tes expressions. Évidemment, ça me touche énormément. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite et aller appuyer sur le bouton s'abonner? Merci Caroline. Essentiellement sur LinkedIn, Pascal Splingard. Et Pascal avec un E, j'insiste là-dessus. On est trop peu nombreux sur LinkedIn pour pas me retrouver. Mais donc oui, essentiellement sur LinkedIn et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos interrogations ou j'essaierai de faire redescendre la pression si toutefois vous avez une négociation ou un entretien, en tout cas client avec un enjeu. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.